Bonjour, ici Charlotte Levasseur-Paquin à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je ne niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, puis depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui, t'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 48. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charlotte Levasseur-Paquin, la nouvelle détentrice du record féminin sur le Sentier international des Appalaches en autonomie. On aura l'occasion de jaser de tous les détails de ça, de cet exploit-là. Mais d'abord, comment ça va, Charlotte? Ça va super bien. Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. Écoute, quand on fait un exploit de cette hauteur-là, de cette importance-là, je pense que les yeux t'es arrivé là-dessus parce que les gens ne te connaissent pas. Puis ça s'est mis à se parler. Moi, je sais que j'étais en Gaspésie à Percé pendant que tu avais commencé à faire ta traversée. Puis les gens, ça se jasait parce qu'il y a Anne Bouchard que j'ai rencontrée qui s'apprête à le faire plus tard cet été en mode supporté, donc avec une équipe. Mais, tu sais, les gens, les FKT, ce sentier-là qui est très connu au Québec, les gens, ça se parlait, puis, hey, il y a une fille en train de le faire en autonomie complète, blablabla. Puis, bref, il y avait comme une espèce de petit buzz qui se créait, puis les gens pouvaient te suivre pendant que tu le faisais. Donc, je suis vraiment content de t'avoir. Ça va être super intéressant, je suis certain. Donc, moi, comme d'habitude, avant de commencer, il y a la question qu'est-ce qu'on boit? Bon, moi, j'ai un partenariat avec la microbrasserie Emporium, mais il est 9 h le matin. Donc, microbrasserie Emporium, on vous aime beaucoup, mais là, ce matin, on est plus avec du café. Qu'est-ce que tu bois, Charlotte? Moi, je bois un café glacé depuis mon retour. Ça m'a manqué vraiment le café durant ma run. Donc, je pense que je bois 3 cafés par jour. Puis, je fais comme si mes artères allaient être correctes dans 20 ans. Tu combles le manque de ces 13 jours-là sans café. Exactement. Ben, moi aussi, j'ai un café, puis j'ai une belle tasse, en fait, de la gang de Tout Trail à Québec. Je ne sais pas si tu connais, Charlotte, le podcast Tout Trail ou l'organisme Tout Trail, mais j'ai une belle tasse que Marie-Ève m'avait donnée. Fait que bref, merci à Marie-Ève. Puis je salue la belle gang de Tout Trail, ils font un super job. Je suis là à faire de la pub pour d'autres podcasts, mais je les écoute. Puis je les aime beaucoup. Hein? Il y a plein de beaux podcasts de trail au Québec. Fait que Tout Trail, cheers. Puis à toi aussi, Charlotte, cheers, bon café. Et toi aussi. Donc, commençons par le commencement. Parle-moi un peu de toi, de ton parcours sportif. Je sais que tu es physiothérapeute, si je ne me trompe pas, ton parcours professionnel, puis ce qui t'a mené à te lancer justement sur ce Sentier international des Appalaches-là. OK, parfait. Donc, ouais, moi, je suis une fille de la Gaspésie. Ça fait plusieurs années, à 17 ans, comme bien les Gaspésiens, je suis partie de la maison. J'habitais un peu à Québec, à Montréal. Puis, j'ai toujours été active, toujours été sportive. La course est apparue un peu avant ma vingtaine. Là, j'ai passé un été à planter des arbres. Puis, j'ai comme réalisé que je pouvais bouger 10 heures par jour. Et ça m'a comme vraiment donné une autre relation avec mon corps. Fait que c'est là que je me suis mis à courir. Puis, là, bien sûr, je suis passée par toutes les phases des nouveaux coureurs. Là, aimer beaucoup ça, courir beaucoup, beaucoup trop, se blesser, recommencer, prendre des breaks. Puis il y a une période où je me blessais beaucoup, fait que je me suis mis un peu dans le triathlon, dans la natation, le vélo. Puis la trail, ça apparu un peu plus tard. J'ai passé comme 8 mois en Gaspésie pour un contrat de travail. Puis j'habitais à côté du parc Orion. Puis je suis tombée en amour avec la trail. J'ai découvert ce sport qui était et la course que j'aimais beaucoup et la randonnée et des paysages fous, des genres de gros highs émotionnels de quand tu es justement sur des plateaux de montagne ou dans des descentes que c'est la plus belle journée de ta vie. Les moments où est-ce que tu grimpes, là, tu te dis pourquoi je fais ça, je comprends pas qu'est-ce que je fais ici. Donc toute la diversité et la richesse de la trail, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à en courir plus. Puis là, je me suis mis à faire quelques courses au Québec. C'est vraiment le fun, là,
on développe notre réseau puis nos événements de course de plus en plus. Là, dans les derniers 5 ans, là, je dirais, il y a une grosse différence dans la popularité de ce sport-là. Ça fait vraiment du bien, là, notre culture de montagne, je pense, est encore un peu à définir au Québec. Donc, c'est fun de voir que ça se fait via la communauté du trail running, là, de la course en sentier. Voilà. Mais je pense que ça fait longtemps qu'il y a des randonnées, des randonneurs, des sentiers Mm-hmm. pour ça. Puis la course est comme venue s'ajouter à cette couche-là de gens qui Exact. pratiquent ce sport-là. Puis c'est des gens qui partagent leur expérience, puis on le voit partout. Tu sais, moi, je le sais que quand j'ai commencé à courir en trail, les médias sociaux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sont devenus une espèce Mm-hmm. de hub où il y a tous ces gens-là. Puis tu sais, la preuve est en ce moment, au moment qu'on se parle, il y a le Big Wolf Backyard Ultra qui se déroule à Rivière-du-Loup. Ben, je sais que tous ceux qui ne sont pas là-bas, dont moi, dont ceux qui écoutent, qui ne sont pas en train de faire la course ou qui ne sont pas sur place, ben, on le suit via les médias sociaux. Ouais, Puis, exact. il y a ça, je pense qu'il y a de bon. Il y a plein du Ouais, négatif des médias sociaux, mais ce côté-là de partage d'expérience, de partage, puis de absolument. propager un sport, puis de faire, tu sais, le but au final, c'est de jouer dans le bois puis de s'amuser, là. Exact. Puis je trouve une grosse différence avec la course en sentier, ou le domaine de la randonnée, c'est vraiment l'esprit de communauté, là. Tu sais, sur les trails, tu ris avec les gens, tu jases avec les gens, les petites portions que tu fais. Moi, j'ai rencontré des gens, justement, dans des courses, juste parce qu'on a fait comme un 5 kilos au même pace. Donc, c'est vraiment l'aspect, c'est un peu pas se prendre au sérieux, même si c'est un sport qui a aussi beaucoup de dangers, puis beaucoup de considération, puis d'entraînement à faire. C'est un sport qui incite peut-être plus le contact humain, je crois, là, sans l'esprit de compétition au même niveau, là, ou de la même façon. C'est vraiment plus communautaire. Ouais, puis tu sais, il y a la compétition entre peut-être les gens en avant du pack. Puis encore là, tu sais, j'en ai rencontré plein comme ça avec le balado. Puis on me raconte exactement la même chose que malgré la compétition, parce qu'elle est là, puis je pense que tout le monde est là Mhm. pour se repousser ses limites, puis peut-être finir en avant un autre ou tu sais, compétitionner. Mhm. Mais il y a quand même cet aspect-là de tu sais, Mathieu Blanchard, pour ne pas le nommer, qui a fait le Sentier international des Appalaches comme toi l'année passée. Il me racontait que lui, dans les courses, tu sais, il prend le temps d'admirer le paysage. Tu verras jamais ça Ouais, dans de la course de route super c'est compétitive, dans vrai. un triathlon. Au Tour de France, il n'y a personne qui arrive en haut d'un col, qui arrête puis qui admire la vue, tu sais. Je prends un selfie. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a ce côté-là à tous les niveaux de prendre Absolument. plaisir dans le bois. Puis quand tu Ouais. croises d'autres coureurs, c'est rare dans un sentier que tu croises un coureur puis qu'il y a un hochement de tête Que puis tu c'est gardes la fini. tête baissée, exact. Puis, tu sais, dans mon expérience aussi sur le SIA, sur le Centre international des Appalaches, tu sais, ça faisait vraiment partie de mes objectifs d'en profiter, là, de pas juste me pousser jusqu'à temps que chaque jour je vomisse, là. C'était vraiment de, de rentrer un peu, de finir mon sentier avant la nuit pour voir les paysages, là. Tu veux être présent pour vrai, tant qu'à faire 650 km, autant les faire dans un esprit où est-ce que, je sais pas, tu as de la gratitude ou t'aimes ce que tu fais, même si c'est difficile, là. Ben oui, exactement. Quand tu disais que Mm. tu as fait des courses au Québec, c'est quoi les courses auxquelles tu as participé? J'ai fait plein de comme marathon, demi-marathon un peu partout. Sinon, dans le trail, j'ai fait quelques fois celui du Bic, là, il est vraiment chouette, comme le 40-ish du Bic. L'Ultra Trail du bout du monde, ça aussi, c'est le fun, là. Fait que, ouais, je me suis amusée là-dedans. Mon premier, c'était ça. Fait que c'était vraiment le fun. C'était comme le 35 km du bout du monde. Puis c'était fun de finir avec Forion, là, justement. C'est comme si je recommençais où est-ce que j'avais commencé. Je terminais où est-ce que j'avais commencé. Ben oui, c'est ça. C'est un cycle complet qui se faisait d'un 35 Ouais, km dans le parc de Forion à un ouais, 650 ouais, km. Une qui petite terminait dans le parc différence. Forion. Ben Ouais. oui, mais qui se termine au Mm. même endroit, au bout du monde. Exact. Tu Puis viens de sinon, où, j'ai hein? fait. Ah, Oui, excuse, non, vas-y, poursuis. tu sais, j'ai fait des courses par moi-même, mais pas dans des événements. Avec la COVID, ça a été tellement compliqué, tout ce qui est événementiel, là, que je suis allée plus par moi-même faire des parcours, puis Ben, je faire des pense qu'il y a eu le distances. fun de ça aussi pour tout le monde, Ouais, ou à peu près, qui sont créés leur propre course ou leur propre ouais, défi. exact. Puis, je pense que les gens le faisaient déjà, mais là, avec la COVID, ça a comme juste ça qui ben, c'est ça, ça a rendu ça Exact. nos A-Race, là, quand on dit notre Ouais. course objectif de l'année. Mais là, cette année, il n'y aura pas de course, fait qu'on va les faire nous-mêmes. Ou les courses virtuelles, là, c'était quand même intéressant. Ben oui. Mm. Tu disais que tu venais de la Gaspésie. Tu viens de quel coin, Gaspésie? Je viens de Chandler, en De Gaspésie. Chandler. Yeah. Le SIA, il passe pas dans ce coin-là. Non, 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 vraiment pas. Ma mère faisait une super bonne blague que je passerais la voir sur mon parcours, mais tu sais, ça doit être à 400 km, genre Ben, c'est ça. le point le plus proche du SIA. Mais non, il passe un peu plus dans le coin de tout ce qui est vallée de la Matapédia, Rivière-Matane, le nord de la Gaspésie, par la Gaspésie, mais plus la portion nord de la Gaspésie. Exact. Ceux qui comprennent pas de quoi on parle du Centre international des Appalaches. Ça peut arriver. C'est quand même récent qu'on en entend Ouais, parler. En tout cas, dans la communauté de trail, c'est récent parce que ouais, là, il y a des gens qui l'essayent autonomie, pas autonomie. Mais
Moi, je le dis avec toute honnêteté, avant l'année passée, quand Mathieu l'a annoncé, je ne savais pas c'était quoi ce GRA1. J'avais déjà entendu parler du Ouais, Sentier des Appalaches, mais là, j'ai compris, OK, c'est un sentier de 650 km. Je me suis éduqué à ce moment-là, puis je ouais. pense qu'il y en a plein d'autres comme ça. Peut-être qu'on est quelques-uns qui étaient ignorants, qui ne le savaient pas. Mais parle-moi Mhm. du Sentier international des Appalaches. Avant de parler de ton aventure à toi, c'est Parfait. quoi ce sentier-là? C'est long comment? Qu'est-ce qui se passe? Par où ça passe? OK. Donc, mais le Sentier international des Appalaches, dans sa portion complète, part du Maine jusqu'à Cap-Gaspé à Forion. Il y a certaines versions qui commencent à l'étendre jusqu'à Terre-Neuve, dans le fond, à cause de la Pangée. Là. On peut tracer un peu où passaient les Appalaches quand on était un seul continent à l'époque. Puis, À dans le fond, l'époque. oui, c'est ça. Il y a une portion québécoise qui fait 650 km. C'est la plus grosse portion du Sentier international des Appalaches. Le reste, je crois, c'est un 400 ou 500 km là, de la partie aux États-Unis. Puis, c'est une des portions quand même les plus difficiles. C'est pas un sentier très roulant, là, un sentier où est-ce que à chaque moment, tu peux courir puis garder un pace vraiment constant. Là. C'est un sentier super diversifié. Là. Tu vas passer, il y a des portions que tu passes dans des villages, tu vas dans des sentiers, tu vas euh, avec plus ou moins de dénivelé. Il y a des portions avec justement la portion plus centrale où est-ce qu'on passe dans la réserve faunique de Matane, le parc de la Gaspésie, où là, on va dans des montagnes autour de 1000 mètres et plus. Donc, où est-ce qu'on est plus dans les montagnes pour vrai. Puis ensuite, ça termine là, vraiment vers le nord de la Gaspésie, le parc Orion où il y a un peu moins de dénivelé, mais on reste dans tout ce qui est sentiers, chemins forestiers et compagnie. Oui, puis on s'entend qu'après avoir passé par la réserve faunique de Matane et le parc de la Gaspésie, ça doit faire du bien d'avoir une portion de petite affaire moins montagneuse parce que Ouais, pour ceux qui aiment les stats, le sentier international, c'est un 650 km, mais ouais, c'est 25 300 mètres de D+. Là. Tu sais, c'est 2 UTMB exactement. et demi pour ceux qui veulent se quantifier ça en UTMB. Là. Ouais. Puis c'était tellement une portion que parce s'entraîner à la course avant un événement comme ça, c'est une chose, mais comprendre le dénivelé qu'il va avoir, c'est une autre chose. C'était la portion qui me faisait consciemment peur. Là. Je gérais ma peur, mais je comprenais là, l'importance justement de tout ce dénivelé-là. 25 000, c'est énorme. Là. Puis il y a une grosse portion que c'est les up and down de la réserve phonique de Matane. Là. C'est là le plus gros défi là, en dénivelé. Ah, c'est quelque chose. Là, puis il y a des courses, où il y a des endroits où le dénivelé, oui, est intense. Tu sais, les gens qui parlent parfois de l'UTMB ou les courses européennes dans les Alpes et tout, il y a énormément de dénivelé, mais il y a des portions quand même très roulantes. C'est des sentiers Ouais, empruntés par des milliers de randonneurs depuis des exact. centaines d'années. Là, on parle de quelque chose qui est extrêmement sauvage, si je ne me trompe Ouais, pas. tout à fait. Puis il y a des portions, même le balisage là, est imparfait. Là. Je crois aussi que chaque portion est administrée par. C'est assez communautaire comme sentier aussi. Là. C'est les gens du village autour, puis les bénévoles du sentier là, qui peuvent être un peu partout au Québec, qui se rejoignent au sentier, mais c'est vraiment local, l'administration des sentiers. Donc, c'est super variable. Et puis, il y a des zones vraiment plus empruntées. Tu sais, le parc de la Gaspésie, il y a une nette différence avec la réserve faunique qui est juste avant. Euh, Même chose quand on entre dans le parc Forion, c'est comme l'espèce de bonbon de sentier large, plat, pas de racines. Où est-ce que tu dis, OK, mon Dieu, il restait des sentiers comme ça au monde. Là. Je pensais que tout était que racines et roches. Là. Donc, ouais, c'est vraiment différent selon l'achandage de chaque portion du sentier. Là. C'est comme plein de bouts de sentier euh, presque qui ont comme une identité indépendante. Là. C'est ça, c'est que tu as un tracé classique qui est le Centre Mhm. international, mais c'est pas une administration qui le gère du Exact. kilomètre 1 au 650. Tu sais, Ouais. je suis allé voir sur le site, je me rappelle quand je me préparais pour l'entrevue avec Mathieu, puis je suis retourné juste pour me baigner un peu de ces informations-là, puis de le voir. Puis tu le vois, chaque portion dans tel parc national, dans tel ZEC. Puis Ouais, tu sais, exact. pensez-là un peu comme les gens qui connaissent peut-être un peu plus l'Ultra Trail Aricana, tu sais, le tracé, le Mhm. 125, OK, c'est cool, il passe de là à là, mais il passe dans des ZEC, dans des monts qui sont administrés par des entreprises, ben, des organismes plus privés, tu as des parcs nationaux. Fait que, comme tu dis, le balisage change d'une place à l'autre. Puis là, tu n'as pas de bénévoles qui sont passés la veille mettre des petits Non. flags. Hein? C'est Non, c'est navigation en ça. solo. Ouais, ça aussi, c'était la différence. Ben, il y a quand même des balises, des petits plaques FIA dessus, là. Mais en effet, c'est la grosse différence quand tu es en autonomie dans ce genre de sentier-là, très sauvage. Tu n'es pas encadré, tu n'as pas de ravito, tu comptes sur toi-même. C'est quand même important d'avoir un GPS, là, même si le balisage certaines portions est bien fait, d'autres est changeant parce qu'il y a des chemins forestiers qui se créent, qui se défont. C'est vraiment important d'avoir toujours là, ton all trail quelque chose parce que ça arrive au moins une fois par jour que c'est ambigu, tu sais plus trop, ou à un moment donné, tu vois plus les plaques et tu dis, oh, OK, je pense que je suis plus à la bonne place, donc il faut se retrouver comme ça. Mm.
Puis comment est venue l'idée de se lancer là-dessus? Parce que tu le disais, tu as fait des courses de route, des courses de trail, mais rien qui semble se comparer à ça en termes de distance et effet. d'effort. Ouais. C'était quoi la bougie d'allumage de te lancer là-dessus? J'avais déjà fait des randonnées longues à l'automne. Puis le SIA, moi, il fait plus partie de ma vie vu que je suis gaspésienne. Là. Chaque fois que tu vas dans les sentiers qui empruntent, justement, aller à Forion ou aller dans le parc de la Gaspésie, tu les vois, les plaques, puis tu sais un peu plus qu'est-ce que tu empruntes comme sentier. Donc, le faire au complet, c'était quand même dans mes objectifs de vie, là, sur ma to-do list de un jour le parcourir. Puis, j'avais jamais encore envisagé de le faire à la course parce que ben, les FKT, j'ai appris il y a un an environ que ça existait. Euh, donc, c'est vraiment l'espèce de conjoncture de ces deux choses-là. L'automne passé, j'ai fait la portion la plus difficile en randonnée avec un méga sac là, en autonomie complète, avec une amie, ma collègue d'aventure. On voulait tester justement c'était comment avoir 10 jours de bouffe sur nous, 10 jours de matériel. Donc, on a fait Parc de la Gaspésie, réserve phonique. Puis, quand j'étais dans ce sentier, je me disais, waouh, sans sac, ça doit être du bonbon. Genre, ça doit être tellement magnifique puis tellement plus agréable. Avec un méga sac comme ça, 20 km, c'est comme un énorme effort. Là. Donc, ça me trottait un peu dans la tête de le faire en autonomie, mais en ultralight, de mixer un peu là, mon désir d'aventure, mon côté rando avec mon côté plus course. Puis, c'est vraiment au courant de l'hiver. Là, je réfléchissais un peu à ça. Avec la pandémie, je trouvais ça plus difficile d'être bien avec la solitude. Là. Habituellement, il y a toujours des projets qui arrivent, qui font comme partir à l'aventure. C'est un peu ça ma relation avec tout ce qui est voyage, aventure, c'est de reconnecter avec moi-même, de me redéfinir un peu, de me sentir forte, débrouillarde, courageuse. Ça me manquait beaucoup cette portion-là. Je me sentais assez toute seule avec les confinements, le travail et tout. Donc, j'ai comme pris cette décision-là au début de l'hiver, à un moment où je filais pas très bien, mais c'est comme si je savais que ça allait m'emmener je sais pas, une petite lumière, genre, au bout de cet hiver-là. Puis, j'ai commencé mon entraînement par rapport à ça. Puis, en voyant que j'étais capable d'augmenter beaucoup mes kilométrages par semaine, en voyant que ça me motivait vraiment, ça me ramenait un peu cet aspect-là de bien-être dans la solitude ou dans l'aventure, ben, c'est là que j'ai comme officialisé là, mon désir de le faire. Puis, en regardant les FPT, je réalisais aussi que comme c'est assez récent que les gens essayent en solo là, de battre des records sur des routes au Québec, ben, le record était très atteignable selon moi. Là. C'était 17 jours, 16 jours, 21 heures, quelque chose comme ça, fait par une équipe de 2 gars. Donc, je me disais, hey, ça serait cool, genre, qu'une femme batte ce record-là. Puis que ce soit, c'est vraiment sans prétention. Là. Je crois qu'il y a 1000 athlètes vraiment plus performantes que moi au Québec en trail, mais je voyais ça un peu comme symbolique de mettre une première pierre là, par rapport à l'autonomie, la course en solo sur ce sentier-là, puis de battre du même coup le record qui était prêt. Ouais, c'est ça. Puis c'est ce qui est le fun, je pense, du site FKT. Ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est le fastest known time, où justement il y a des sentiers de tous les horizons. Là. J'en ai fait un pour le fun à Lens-Saint-Jean qui est de 21 km. Puis tu as des affaires genre la traversée des Pyrénées de 900 km. Ouais. Et là aussi, fait que tu as des sentiers de tous les niveaux, de très court à très, très long. Puis le sentier international des Appalaches. Il est là, puis il y a différents types de FKT. Exact. Ceux qui ont écouté Ouais. l'épisode avec Philippe Desautels, avec Mathieu Blanchard, vous savez de quoi on parle, mais je vais quand même l'expliquer, ou même tu peux l'expliquer, la différence entre, il y a 3 catégories. Tu as la catégorie unsupported, la catégorie self-supported que tu as fait ton FKT, puis il y a le supported, ce qu'on parlait tantôt de Mathieu ou Anne qui se sont lancés là-dessus avec des équipes de support. Donc, les records d'habitude supported sont beaucoup plus rapides parce que c'est un tout inclus. Là. Le coureur, l'athlète est là pour performer, puis c'est extrêmement exigeant, puis c'est des performances hyper impressionnantes, mais il y a une équipe qui fait sa bouffe, qui le suit, alors que là, dans ton cas, c'était self-supported. C'est quoi la différence entre unsupported et self-supported? Le unsupported, c'est vraiment l'autonomie complète. Donc, tu as tout ton matériel duquel tu vas. Excuse-moi, la formation, comment je dis ça? Tu as tout le matériel dont tu vas avoir besoin sur ton dos. Donc, toute la nourriture, c'est un peu ce que j'ai fait à l'automne passé, dans le fond, en faisant la portion du SIA. Donc, tu as ta nourriture pour tous ces jours-là. Tes seuls ravitaux, c'est l'eau, dans le fond, dans les cours d'eau, les ruisseaux et tout. Mais sinon, tu n'as aucune aide, aucun dépôt, aucun ravitaillement. La catégorie que j'ai fait, c'était self-supported. Donc, j'avais quand même mon stock pour tout ce qui est la nuit, mes vêtements. Ben, en fait, c'est pas mal ça. J'ai rien d'autre. Genre une frontale et c'est tout, là. C'est vraiment très, très limité. Puis, pour ma nourriture, ce que je faisais, c'est que avec l'organisation du SIA, on peut s'envoyer dans des boîtes de dépôt dans certains points dans la forêt
sur le parcours des ravitaillements. Donc, on peut s'envoyer de la nourriture, des bas chauds, n'importe quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé des petits paquets assez régulièrement. Je voulais pas avoir plus que 2 journées d'autonomie sur mon dos, dans un but vraiment d'être rapide puis de ne pas être ralenti par ça. Donc, de la nourriture déshydratée que je me suis postée à l'avance, puis que je récupérais là, dans les boîtes privées à cet effet-là. Mais sinon, pour le reste, j'ai tout mon matériel, puis j'ai pas de support. Là. Il y a personne qui va monter ma tente le soir. Là. Ça fait aussi partie du challenge, là, ce qui explique la durée. Mathieu Blanchard, je pense qu'il l'avait fait en 7 jours et quelques heures. Moi, j'ai fait en 13 jours, 4 heures. Donc, ça explique aussi un peu ta capacité à parcourir tes 100 km versus 50 dans une journée. Là. C'est que tu as quand même le poids de ton sac de couchage. Puis le soir, il faut que tu montes ton campement. Puis le matin, tu pars avec le même stock. Ah ouais, puis c'est le fun que justement, il y a ces différentes catégories-là parce que les deux efforts sont complètement différents puis tout aussi impressionnants. Moi, un Mathieu Blanchard qui fait ça en 16 jours ou Anne Bouchard qui va probablement le faire extrêmement rapide si ça se passe bien, ben c'est hyper impressionnant parce que l'effort physique puis la performance elle-même, c'est fascinant. Mais à l'opposé, comme tu l'as fait, ou des FKT unsupported ou self-supported, tu sais, le terme le dit, self-supported, il y a juste toi qui te fais tes propres ravitaux, puis il faut que tu aies postes d'avance. Fait qu'au final, tu es vraiment en autonomie complète aussi, mais c'est hyper impressionnant. Puis c'est normal que le record n'est pas le même parce que toi, il fallait que tu te fasses ta bouffe, il fallait que tu montes ta tente. Puis, mais c'est ça, je pense que les deux catégories sont hyper admirables. Puis c'est juste deux efforts, deux types de sports différents quasiment rendus là. Exact. Exactement. C'est presque 2 sports différents, comme la course en sentier est différente de la course sur route. Là. Je crois que ça rajoute aussi au niveau aventure, autonomie, solitude, là, parce que dans le fond, c'est la toi du passé qui t'a envoyé des choses pour la toi du présent. C'est vraiment, t'es autonome, puis ça demande beaucoup de planification. C'est voir, OK, mon itinéraire, il doit être quand même sharp parce que si j'arrive à tel moment de la journée, il faut que je calcule la nourriture que je vais avoir jusqu'à ce moment-là pour reprendre. Puis Dieu sait que c'est important, là, la nutrition durant ces compétitions-là. Il faut vraiment que tu manges régulièrement. Même chose pour le nord de la Gaspésie, c'était des bureaux de poste. Tu envoies tes colis à la poste restante. Donc, les samedis, dimanches, c'est fermé. Donc, il faut que tu calcules aussi ton itinéraire en conséquence pour que ce soit dans des spots logiques là, où est-ce que tu vas pouvoir le récupérer. Mais je suppose qu'il faut que tu sois aussi extrêmement bien préparé dans ta prévision de temps aussi, parce que, je veux dire, une aventure comme ça, il doit y avoir des journées plus difficiles que d'autres, puis des journées qui ça va super bien, mais tu veux pas aller trop vite parce que là, tu sais que tu as ta boîte à tel moment, puis tu veux pas la manquer, ou au contraire, passer trop vite, puis être obligé d'attendre. Là, tu es en train d'essayer d'établir un temps, puis il faut que tu passes du temps supplémentaire à un endroit pour attendre que le bureau de poste ouvre le lundi matin. Il doit y avoir une logistique d'essayer de prévoir. Comment tu avais... Ben, parlons du avant de parler du pendant. Comment tu prépares ça, la cartographie, mais comme on parle en ce moment, de planifier le temps, tes temps de passage finalement, c'est tout un défi, je suppose. Hein. Oui, tout à fait. D'avoir de l'expérience en sentier puis en randonnée, ça aide beaucoup. Il faut vraiment savoir lire les cartes, les dénivelés, où est-ce que tu vas avoir le plus de dénivelé dans une journée. Moi, personnellement, c'est vraiment pas les ravitaux qui me guidaient dans... Il y a un ravito que j'ai manqué parce que j'étais une journée d'avance. Puis je me suis dit, ben là, je vais pas attendre une journée pour avoir de la nourriture, donc je me suis arrangée autrement. Sur le sentier international des Appalaches, il y a aussi les sites de camping, entre guillemets. C'est des plateformes et ou un petit abri avec 3 murs, un toit. Puis, dans un principe un peu leave no trace puis de respect du sentier, là, on nous demande de vraiment réserver d'avance ces spots-là sur le sentier. Donc, ça, c'est quand même beaucoup important dans la préparation. Il faut que tu vois les distances en 2 campings, si on veut, puis que tu calcules là, justement que tu vas arrêter à tel point. Ce qui peut être vraiment aidant à certains moments parce que il y a des moments que peut-être j'aurais fait, exemple, 46 km chaque jour. D'un point de vue mathématique, ça aurait été la moyenne. Mais il y a des moments que je devais faire 60 pour me rendre à la bonne place. Puis des moments où je savais que cette journée-là, je ne peux pas me prévoir dépasser plus de 3 abris ou 4 abris parce que c'est énormément de dénivelé. Donc, c'est vraiment un mix là, de préparer selon les sites de coucher puis les dénivelés là, des journées. Oui, parce que je suppose que la distance est une chose, mais après ça, justement, quand dans ton 30 km, tu as le Mont Albert puis tous ces coins-là qui sont complètement fous en termes de technicité, pas juste de dénivelé, ben il faut que tu le calcules aussi. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment impressionnant. Là. Donc, c'était ça un peu le avant là, d'un point de vue planification là, des itinéraires. Cette année, avec la COVID, c'était un peu difficile parce que
parc, la CEPAC est super rigide là, sur les réservations. Donc, j'ai juste été super chanceuse. Là. Le SIA m'a accommodé. Là, ils ont quelques plateformes qui leur appartiennent / qui gèrent là, durant l'année. Donc, j'ai pu là, vraiment planifier selon mon itinéraire dans le parc national à Gaspésie. C'était comme le bout tricky là, au niveau logistique, mais non, pour le reste, ça a bien été. Là. Ils ont été super accommodants. Puis c'est combien de temps de préparation, ne serait-ce que juste la cartographie, C'est une bonne question. de déchiffrer ces cartes-là, je sais Ouais. pas si t'es imprimé, tes analyses. Ouais. Tu partais, oui, je suppose que tu disais tantôt que tu avais une balise GPS et tout, mais je suppose qu'il faut aller vraiment plus loin que juste avoir la GPS puis la trace dans ta montre, puis il faut que tu analyses tout ça. C'est combien de temps, combien d'heures passées à déchiffrer ces cartes-là? C'est plusieurs heures. Au moins une dizaine d'heures, juste aussi de planifier tous les scénarios possibles. Je m'étais fait un bon 4-5 scénarios possibles selon comment ça allait. Donc, ouais, il y a cette partie-là. Puis moi, je les avais vraiment imprimés comme papier indéchirable, waterproof, là, pour les avoir avec moi. Ça, c'était super utile aussi pour réviser quand je sentais que je pouvais gagner de l'avance. J'avais besoin de mes cartes avec moi. Surtout que tout ce qui est téléphone, montre GPS, ben, je veux garder mes piles pour les sections où j'ai pas de réseau, pas d'électricité. Là, je peux pas juste passer des heures à regarder mon itinéraire dessus. Donc, ouais, c'est une bonne dizaine d'heures. Puis, justement, là, de faire un premier geste, raviser et tout, là, ça fait partie un peu du processus. Mais c'est cool, c'est comme la partie super aventurier, rétro, vintage, parce que tu as des cartes avec toi qui sont comme super grosses parce que c'est des petits détails de kilométrage. Là, tu apprends à relire des cartes. On fait plus ça là, dans la vie, là, regarder les petites balises, les kilométrages, les dénivelés et tout. Là. Donc, ouais, c'est la partie intéressante là, d'un point de vue comme connaissance technique. Il y a une part que la technologie a ses limites. Encore plus, je pense, dans les Appalaches, quand tu as des sections complètement remote, complètement sans aucun réseau. Donc, il faut que tu aies une préparation qui est à l'ancienne, comme tu dis, avec des cartes et du papier. Quelque chose qu'on voit de moins en moins, mais qui est nécessaire quand on se rend dans les Appalaches. Là. Ouais. Côté bouffe, comment on prépare ça pour une aventure de. Ben là, ça t'a pris 13 jours et quelques heures, mais dans tes scénarios, je suppose que tu avais des scénarios où ça allait un peu moins bien, puis c'était plus long. Comment on prépare la bouffe selon ces scénarios-là? Puis déshydraté, t'en parlais tantôt, là, mais parle-moi un peu de ta préparation nutritionnelle. Initialement, j'avais prévu 15 jours. C'était un peu ma distance que je me disais, c'est possible de le faire en m'amusant. Idéalement, je veux faire moins, mais 15, je suis assez confiante. Donc, je m'étais préparé 15 jours. J'aime beaucoup la nutrition, la cuisine, là, donc avec X nombre de calories, tel nutriment. Là, c'était un menu assez simple. Là, je m'étais fait comme déshydrater du yogourt, des fruits, des légumes. J'avais des noix. Je m'étais fait du jerky tofu parce que je mange pas de viande. Sinon, le petit saucisson, c'est comme le meilleur allié là, dans ce genre de course-là. Fait que c'est ça. Je me suis déshydratée ça. Je me suis mis dans des portions individuelles calculées. Je me suis fait aussi genre du Gatorade, là, puis des trucs d'hydratation parce que c'est super important. Là. Ben oui. On pense pas assez souvent à ça dans ce genre de trucs-là en autonomie là, et en rando. Donc, c'est pas mal ça. Puis je me suis divisé ça dans différents dépôts là, en calculant le nombre de jours que j'avais besoin. Tu avais calculé combien de calories par jour qu'il fallait que tu consommes? Oh, c'est une bonne question. Mon Dieu, je me souviens plus des chiffres exacts, mais ça équivalait à genre un bloc de tofu et demi, genre un demi-pot de yogourt, plusieurs, comme 3 bananes. Là, je peux t'énumérer tout, là, mais c'était ce que dans une journée, j'aurais mangé si j'avais en version hydratée. Là. Ah oui, c'est ça. Puis, est-ce que, là, tu parles du plan avant, mais après l'avoir vécu pendant 13 jours, est-ce que ton plan nutritionnel était sur la coche? En termes de calories, ouais. Ah ouais? En termes d'enjoyment, je pense que je ne mangerai plus jamais de tofu de ma vie. Là. La nourriture déshydratée, c'est vraiment coriace. Après le 4e jour, j'avais mal aux mâchoires. J'avais comme pas prévu ce genre de limitation-là. Fait que j'ai eu comme une ou deux journées où je mangeais un petit peu moins à cause de ça. Fait que si c'était à refaire, je pense je me posterais peut-être des choses genre des brownies ou des trucs comme ça, là, des choses un peu plus mous là, qui se gardent bien à cause du sucre. Puis je pense que dans les ravitaux de village, j'en aurais profité un peu plus. Savoir des portions juste pour diversifier là, d'un point de vue là,
aimer plus ça. Mais au niveau calorique, j'avais assez de calories. Là. Il n'y a pas de moment où j'ai bunké ou crashé. Puis je faisais vraiment attention aussi. Chaque heure et demie, là, je mangeais pour être sûre de ne pas aller vers l'hypoglycémie, là, parce qu'une fois que tu bunkes, c'est difficile de remonter ensuite. Là. Donc, c'était vraiment, j'étais assez rigoureuse dans ma consommation. Puis en mode self-supported, tu as le droit d'arrêter au dépanneur Oui, quand il y en a, parce que tu dis qu'au début, tu as des villages, à la fin aussi, je pense, ouais, mais il y a un exact. gros chunk au milieu de rien du tout. Est-ce que tu avais prévu du ravitaillement dans les dépanneurs de village? J'avais pas prévu ça. Ben oui, tu as le droit parce que dans le fond, ça fait partie, si c'est toi-même qui achètes des choses. Là. J'avais rien de prévu, mais je savais que c'était comme mon backup. Là, donc, j'ai fait quelques arrêts. J'ai pas tant, je n'ai pas autant profité que j'aurais pu. Là. Je pense que j'étais aussi en mode là, super efficace. Là, donc, le soir, là, tu files moins pour faire un festin. Là, tu files pour mettre ton hamac puis dormir puis repartir le lendemain. Donc, mais ouais, c'est quand même un bon outil. Là. C'est surtout vers le nord de la Gaspésie, la première portion où est-ce que tu croises les villages. Il y a deux, trois villages au début. Là. Ouais. Puis côté équipement, tu disais que tu étais en fast packing, donc très Ouais. rapide, mais il faut quand même traîner de la nourriture pour 2 jours. Ça ressemble à quoi ton gear pour ces 13 jours-là? Ouais. Je suis pas une personne qui adore magasiner ni qui aime beaucoup consommer. Là, donc, ça a été un effort pour moi de lire beaucoup sur le sac, le sleeping bag, les options pour coucher. C'est quand même intéressant. Là, c'était de l'effort bien investi. Euh, En tout, mon sac, je ne l'ai pas officiellement pesé, mais ça devait être peut-être 10 livres à peine. Là. C'était OK, quand même wow. léger. Ouais. Puis j'avais comme un hamac, dans le fond, ultralight, comme la version la plus solide, mais la plus légère là, qui était possible d'avoir. C'était vraiment un bon move, là. C'était super confort, pas compliqué. Quand j'avais un abri avec un toit, je faisais juste mettre mon hamac, sinon je pouvais mettre ma bâche, mon moustiquaire et tout. Euh, Puis c'est quand même très confort, là, celui que j'avais. Sinon, un sleeping bag, moi j'ai choisi un -1 en duvet, donc quelque chose de léger, compressible, mais quand même chaud. La Gaspésie, pour ceux qui ont jamais été en mois de juin, c'est encore froid. Donc, j'ai eu une couple de nuits que j'avais froid là, malgré ça. Puis j'avais sinon vêtements secs de nuit, là, genre doudoune et compagnie combine. Le strict minimum d'un point de vue là, matériel, genre un opinel, une frontale, une brosse à dents, un petit kit de survie. Là, j'avais bien des plasters, puis je suis physio, fait que je m'étais emmené du tape, puis ça a été vraiment utile là, à plein de moments. Puis sinon, c'est ça. Il y avait un téléphone satellite aussi que je traînais là, juste par précaution, parce qu'il y a des grosses parties qu'on n'a pas de réseau. Donc, c'était important, là, si jamais j'avais une chute ou un problème ou une blessure qui faisait que je ne pouvais plus avancer j'avais besoin de pouvoir contacter des secours. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est demandé quand tu te lances sur un sentier comme ça? Je veux dire, est-ce que, tu sais, je sais que le SIA gère le sentier, mais à Ouais. quel point il demande? Parce qu'on s'entend, comme tu le dis, il y a des sections hyper reculées, donc c'est quasiment Mhm. que ça doit être obligatoire, je veux dire, de pouvoir contacter si tu es dans le problème en plein milieu de la cuve du Ouais. Mont-Albert ou peu importe où, là. Ouais. En fait, ça devrait. J'ai rencontré des randonneurs au début de mon parcours qui avaient fait the Appalachian Trail, dans le fond, les Appalachian, une chaîne de montagne, puis la partie comme à partir de la moitié des États-Unis vers le sud, puis le sentier des Appalaches. Donc, c'est un sentier différent qui a une administration différente. Puis là, la personne me racontait que tu as des rangers qui vont évaluer ton sac, qui vont vraiment vérifier que tu as tout le matériel, sinon tu pars pas. C'est vraiment beaucoup plus strict. Comme je disais tantôt, la culture, je pense, de montagne puis de randonnée est moins développée au Québec. Donc, on est moins encadré à ce niveau-là. Il y a plein d'outils sur le site du SIA là, qui nous permet de s'assurer qu'on est sécuritaire, qu'on a tout le matériel, mais il n'y a pas d'obligation, puis il n'y a pas de patrouille vraiment, OK. ou du moins, moi, j'en ai jamais croisé des patrouilleurs. Donc, ça serait quelque chose qui serait vraiment important, ne serait-ce qu'avoir comme un screenshot pas un screenshot, mais une photo, dans le fond, de ton matériel que tu leur envoies pour qu'ils l'approuvent. Là, je pense que ça serait une mesure de sécurité intéressante. Mais sinon, c'était vraiment moi par rapport à mon expérience, ce que je savais qui était important, puis ce dont je savais que j'avais besoin, là, mais sinon, il n'y a pas plus d'encadrement.
Puis côté techno, comment on fait pour recharger les piles? Tu sais que tu avais une lampe frontale, moi, comme je te disais, je pense avant l'entrevue, quand j'ai su que tu étais en train de le faire, je me suis mis à aller voir sur Strava, puis tu étais capable d'uploader tes Ouais, efforts. Tu t'en droppais deux, trois de la shot, je pense, quand tu ouais. dois avoir un peu de signal. Mais côté de technologie, là, on niaise par rapport à Strava, mais tu sais, quand tu parles de balai GPS, de lampe frontale, c'est des choses essentielles à ta Oui. survie. Comment on fait pour avoir des piles pour tout ce temps-là, l'autonomie de tout ça? Mm. C'est une super bonne question parce que une recharge de cellulaire ne suffit pas à être 5 jours dans le milieu de nulle part. J'avais je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme une pile, genre une batterie qui a, mettons, 4 5 recharges de cellulaire ou l'équivalent. Donc, c'est ça que j'avais puis je la rechargeais dès que j'étais dans un village que j'arrêtais pour faire un ravito ou quand j'étais chanceuse que j'étais dans des villages où il y avait des campings, ben justement, je profitais de la nuit pour le remplir. Puis c'est vraiment important. Il y a même un moment donné que je savais que j'étais limite un peu, puis j'ai dû attendre comme 1 heure dans un village parce que c'était primordial. Là. Sur mon cell, j'ai mon GPS, j'ai mon Strava, qui est nécessaire si je veux rapporter mon record. Puis, ben, ça, si j'ai besoin de communiquer. Donc, c'était comme le cellulaire à ses fonctions minimales, plus la pile là, qui me permettait d'avoir tout ça, puis de recharger ma frontale, justement, puis mon téléphone. En tant qu'une heure sur un effort de 13 jours, bon, c'est plate Ouais, ça, d'attendre je une pense. heure, mais Ouais, si c'est pour pouvoir avoir une balise GPS dans le cas de problème ou avoir en une effet. lampe frontale, parce que Ouais. là, tu faisais des portions d'une quarantaine, cinquantaine de kilomètres par jour, mais est-ce que tu as eu à faire beaucoup de nuits? C'était quoi ta journée type? Tu partais tôt, tu finissais tard? Comment tu fonctionnais? J'ai gagné de l'expérience et de la maturité aussi dans cette gestion-là. Je compte toujours le faire, puis je vois comment mon horaire va être peut-être un peu plus rigoureux, mais en gros, généralement, là, je me levais autour de 5 heures, 5 heures et demie, là, dépendamment de comment je me sentais quand je me levais à 5 heures. Là. Parfois, la petite demi-heure de plus de sommeil, c'est vraiment important dans la récupération, donc c'est à considérer. Puis je partais sur les sentiers là, un petit peu avant 6 heures ou autour de 6 heures. Il y a quelques portions où est-ce que je savais que j'avais moins de kilométrage, donc je me permettais une nuit un petit peu plus longue. Puis je terminais entre 5 heures et 8 heures et demie le soir. Donc, mon but, c'était vraiment de finir avant la noirceur. De un, ben, tu sais, quand tu as fait de 6 à 6 dans ta journée, c'est quand même 12 heures où est-ce que tu as été actif. Donc, je veux pas là, te rajouter un 4 5 heures jusqu'à la noirceur. Puis les portions que je savais que j'avais comme un 55 ou un 60 à faire, ben, je me levais vraiment tôt. J'étais rigoureuse à ces moments-là, vraiment tôt pour finir le plus tôt possible. Puis pour pouvoir avoir plus de temps de repos aussi par la suite. Fait que tu t'en tenais à ton plan que tu avais initialement prévu de kilométrage par jour. Il y a plusieurs portions que je regagnais du terrain. Il y a une portion que je n'étais pas certaine à cause du dénivelé dans la réserve phonique. Donc, j'ai comme prévu, j'étais arrivée un peu tôt à mon campement, vers 6 heures, puis je me suis dit, OK, je me planche un 15 km de plus parce que je sais que la journée d'après, sinon, elle va être vraiment difficile. Donc, il y a quelques portions, c'est comme ça que j'ai retranché là, presque 2 jours sur mon itinéraire. Là, dès que je sentais que c'était comme le moment décisif, là, j'arrivais vers 5 heures à mon camping, puis là, je me disais, OK, est-ce que je me rajoute un autre 15 kilos? Puis ben, la réponse était toujours oui. Là, euh, comme, ma gestion départ était vraiment bien. Là, jamais je me suis sentie à bout de force après une journée. Là. Euh, il y avait des moments où je me couchais puis je sentais comme tous mes muscles de tout. Je me disais, ah, c'est peut-être un Mac, mais finalement, non. Là, je crois que c'est vraiment genre tous mes muscles qui travaillaient beaucoup. Là. Mais sinon, le lendemain, je me réveillais surprenamment comme fraîche. Là. J'avais pas l'impression d'être je pouvais descendre des marches d'escalier. Là. D'habitude, quand tu as fait une grosse course, c'est comme l'effort le plus difficile là, à récupérer. Là. Donc, ouais, Oui, c'est c'est toujours ça. Fait que drôle la le lendemain de récupération, course, descendre des escaliers, c'est ouais, toujours un beau spectacle. Puis, tu sais, ouais, je exact. pense au peu près au même moment où tu es en train de le faire, le dimanche du Gaspésia, moi je me rappelle, c'était le festival tu sais, dans Percé, dans Ouais, le week-end du Gaspésia. C'est pas encore un week-end touristique, fait que la plupart des gens qui sont là, c'est des touristes, puis ouais, tu vois ils ça comprennent marcher pas. en cow-boy, puis quand il y a une descente d'escalier de 3 marches, là, tu vois qui a fait la course la veille. Là. Ouais, Fait que dans ton exactement. cas, c'est pas arrivé tant que ça, tu te réveillais assez Non, c'est ça. fraîche les jambes le Ouais. lendemain. Mais je pense que c'est au-delà du record que j'ai battu, puis de la distance que j'ai fait plus rapidement que je voulais. Je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés, là, que mon corps soit aussi bien. Là. J'ai pas eu de blessures majeures. C'est ça, j'ai eu des petits bobos ici et là, mais grâce à mes super pouvoirs de physio, je sais qu'est-ce qui est dangereux ou pas. C'est quand même une connaissance intéressante à ajouter. Là. Quand j'avais un truc qui enflait, ben, je pouvais savoir est-ce que je dois arrêter, est-ce que je peux continuer, est-ce que je dois me taper, est-ce que faut que je fasse vraiment attention. Donc, ça m'aidait vraiment à gérer mes inconforts quotidiens. Je pense que les choses qui étaient le plus limitantes, c'était la friction sur ma peau, genre mon sac à dos dans mon dos, justement les ampoules de pieds qui devient ratatiné parce qu'il est mouillé toute la journée puis que ça te fait des ampoules vraiment bizarres. C'était plus limitant ça que vraiment
comme ma récupération musculaire. Là. Je m'étais beaucoup entraînée avant, donc c'était le fun de voir que ça payait mon entraînement, ma préparation. C'est impressionnant de faire cet effort-là 13 jours consécutifs et d'être capable de marcher puis de repartir. C'est tout à ton honneur, Ouais. mais tu le disais tantôt, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'effort lui-même de 13 jours, tu parlais de ta préparation. Ça ressemblait à quoi ton volume, ton type d'entraînement avant de te lancer sur ce projet-là? Puis tu disais quoi, milieu d'hiver, les 4 mois avant, tu as vraiment fait un push d'entraînement. Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as fait spécifiquement pour te préparer à cet effort-là? Dans le fond, je me suis entraînée en 3 choses plus spécifiques. Là. Quand tu t'entraînes dans une épreuve, il faut vraiment que tu sois le plus spécifique à ça vers quoi tu vas aller. Donc, je me suis entraînée beaucoup en volume parce que c'était une question là, de faire beaucoup de jours, beaucoup de kilomètres consécutifs. Là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là. Tu sais, vers la fin, je courais au moins 150 kilos par semaine. Puis ça, c'était vraiment de la course là, parce que je savais aussi que j'aurais plus d'alternance marche-course sur le SIA que dans mon entraînement. Fait que ça me faisait un 30-35 kilos par jour que je fractionnais parfois. Parce que ça ressemble aussi un peu plus à l'effort que j'allais faire. Puis aussi que je travaille, là. À un moment donné, je ne peux pas juste passer 4 heures à courir par jour de consécutif. Là. Donc, ça, c'était pour le volume. Après ça, j'essaie d'aller chercher un peu de spécificité. J'habite actuellement à Montréal. Donc, il y a le Mont-Royal, mais c'est pas le Mont-Albert, là, évidemment. Donc, j'allais le plus possible dans les trails. Les fins de semaine, j'allais justement faire de la randonnée, même à la marche, là, pour me préparer à cet effort-là, parce que c'était un autre effort différent. Donc, j'essaie de sortir un petit peu pour faire un peu plus de dénivelé. Puis, la troisième phase, c'était vraiment plus stabilité et musculature, là. J'ai découvert le plaisir de la musculation. Pour vrai, c'est vraiment nice. Je pense que je m'étais, vu que je me suis prise un peu plus au sérieux parce que c'était un défi plus sérieux, je me suis mis un peu plus dans la muscu, puis ça a vraiment payé. Là. Ça, c'est chouette de voir quand tu travailles ton corps, quand tu travailles justement en squat, en descente, en excentrique, ben c'est vraiment payant une fois sur le sentier parce que c'est des efforts que tes muscles sont entraînés à faire spécifiquement. Donc, c'était un peu ça, là, l'entraînement autour. Puis c'était quand même ponctué de le syndrome de surentraînement, c'est quelque chose qui peut être insidieux, là, tout ce qui est, ça peut manifester pas seulement par la fatigue, mais genre par l'appétit, par le poids, par le sommeil et tout. Donc, j'essaie d'être vraiment attentive à ça. Il y a peut-être 1 ou 2 semaines que j'ai redescendu temporairement mon entraînement, mon volume là, pour éviter d'être trop là-dedans puis d'aggraver des petites sensibilités que je créais. Donc, c'est toujours là, en gardant ça en tête, là, justement, parce que mon but, c'était de faire le défi, mais d'être bien à tous les moments. Donc, je ne me serais pas blessée. Je ne l'aurais pas fait au-delà de ma santé physique. Là. Je veux continuer à courir. Là. C'est trop important dans ma vie. Donc, je n'aurais pas voulu perdre ça à cause d'un défi auquel je me serais trop poussée. Ben, c'est bon. Puis, mettons, avant de te lancer là-dessus, ça ressemble à quoi une semaine en termes de volume? Tu sais, quand tu dis que tu as monté jusqu'à 140, 150, avant que tu te lances Ouais. dans ces blocs d'entraînement-là, tu étais où environ? Je ne suis pas si loin que ça. J'aime beaucoup faire du volume en général, puis je fais beaucoup de commuting. Fait que, je cours pour aller au travail, qui est dépendamment si je suis chez moi ou mon copain, là, c'était entre 10 et 15 kilomètres. Là, donc, c'est déjà quelque chose que je faisais, là, l'aller-retour pour aller au travail. Fait que ça devait être entre 70 et 100 kilos selon les semaines. Là. Donc, j'avais quand même beaucoup de volume, puis je continue de faire du vélo et tout. Donc, j'essaie de faire un peu de cross-training qu'on appelle, là, de diversifier l'entraînement. Fait que j'étais pas si loin que ça non plus. C'était pas comme si j'étais nouvelle dans les sports d'endurance. C'est vraiment ce que je préfère. C'est ce qui me fait le plus triper le moins en vacances. Je peux pas avoir une meilleure journée que si je passe plusieurs heures à faire des sports dans ma journée. Là. C'est comme mon idéal. Fait que c'était juste du bonbon là, de rajouter du training comme ça. Ah oui, tu avais une bonne base de volume. Ouais. Je vais juste prendre une mini pause pour te dire que je vais me fermer mon micro quand tu parles parce que j'ai un voisin qui passe la tondeuse. Oh, bon matin, c'est Bon, on dimanche. habite dans un endroit où c'est des terrains d'à peu près 2 pieds carrés. Fait que dans 5 minutes, il devra avoir fini, mais je vais quand même, fermer mon micro quand tu me réponds parce que je ne veux pas avoir une espèce de son de tondeuse dans le fond. Là. Fait que voilà, je vais juste te le dire. Fait que je vais reprendre et je vais te relancer sur qu'on parle de ton record lui-même, de ton SIA. Parfait. Cool. Ben là, je pense qu'on tourne autour du pot depuis tantôt. Là, on parle de la préparation, d'où tu viens, d'où tu arrives en tant qu'athlète pour te préparer à ça. Là, entrons dans le vif du sujet de ta traversée. Comment ça s'est passé ces 13 jours-là? Est-ce que tu as vécu des cycles autant physiques? Tu en as parlé tantôt, ça allait bien physiquement, mais émotionnel, je suppose que tu as vécu quelque chose d'exceptionnel aussi. Parle-moi vas-y, dans tes mots, dans l'ordre que tu veux, dans la chronologie que tu veux, mais parle-moi de ton SIA. Parfait.
Pour vrai, c'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. J'étais vraiment préparée mentalement à ce que ce soit difficile puis challengeant. Donc, c'est comme si les difficultés, ils font partie des défis, donc tu les acceptes puis tu trouves un moyen d'en profiter, là. Mon but, c'est aussi de sortir de ma zone de confort, de me retrouver seule à moi-même. Donc, ces moments-là qui étaient difficiles, c'était pas... j'ai eu aucun moment où je me disais, je regrette qu'est-ce que je fais, je veux lâcher, je suis pas prête, pourquoi j'ai fait ça. J'ai jamais été dans ce mindset-là. Euh, j'ai pas eu de peur, mais je me suis sentie courageuse. C'est la petite nuance qu'on peut apporter là, parce que je sentais que c'était difficile d'être seule autant, mais que c'était quelque chose que j'affrontais là, avec quand même en profitant. Fait que, mettons, le déroulement, il y a comme 3 phases, là, c'est ce que je dis souvent quand les gens me demandent. La première, c'était vraiment euphorique, là, c'était juste de retourner dans la nature, reconnecter un peu justement avec la course en sentier. C'était un moment que j'avais tellement anticipé que j'attendais tellement. Puis avant une course, on fait un taper, là, de l'affûtage, comme les sportifs et les coureurs le sauront. Donc, c'était comme un 7 à 10 jours où est-ce que tu réduis ton volume, puis là, ton corps se sent pas bien parce que tu étais un peu en manque là, d'endorphine, là, la fameuse drogue des coureurs. Là, donc, c'est la pire affaire, le taper, hein, ça n'a aucun oh mon sens Dieu, parce que c'est comme le d'accord. moment que tu es supposé te craquer côté confiance, tu sais, puis Ouais, le bloc d'entraînement qui s'est terminé 2 semaines avant ta course, oui, c'est cool, tu as le vent dans les voiles, mais là, tu es 2 semaines à réduire, puis ça joue dans la tête. Bref, je fais une tellement. Ben parenthèse oui, taper, vraiment. mais Euh, c'est tough. je pense que le taper, c'est plus difficile que commencer l'épreuve parce que justement, tu te sens plus prêt, tu as l'impression de, ben là, je suis super inactif. Ben, c'est pas tant que ça, mais tu es juste plus habitué à tes volumes. Puis physiquement, tu as moins le feedback de justement t'être poussé dans ton entraînement. Là. Donc, ouais, en effet, c'est difficile. Ouais, tu sais, une séance Donc, d'intervalle, ouais, mettons, intense, tu vas dans des vitesses ouais, intenses. Et, oui, tu finis, oui, c'est tough, oui, ça goûte le sang, tu sais, puis tu t'en baves, mais tu as le sentiment, tu finis ta course, hey, aujourd'hui, j'ai tout donné, ouais, puis je suis content de ma vitesse. Là, ouais, tu pendant t'en deux accomplis. semaines, tu roules à des petits trous qui sont Ouais, moins rapides que d'habitude, puis tu réduis ton volume, tu te sens comme une patate. Bref, le taper, c'est horrible. ouais. C'était ma parenthèse. On a eu tout le Ah, taper, mais je comprends que pour une traversée de 650 km aussi, le taper devait être tannant. Puis là, tu vas avoir l'excitation de enfin partir. Là. exact. Ouais, donc c'était un peu ça, tu sais, le contraste justement entre l'attente, là. C'était vraiment intéressant aussi les 3 premiers jours. C'est comme je réalisais, OK, l'effort que je vais faire, ça va être ça. Tu sais, j'avais déjà des expériences de rando, des expériences de course, mais le faire, les deux combinés consécutifs, c'était encore de l'inconnu. Donc, c'était comme le moment de un peu appréhension, réalisation, puis découverte, là. Donc, c'était vraiment euphorisant, là. C'était super empowerant aussi, là, de... Puis, juste, c'est tellement magnifique, là. Le SKF, c'est vraiment beau. Tu sais, je courais sur le bord des rivières, j'arrivais dans des vallées avec des nuages, de la brume, traverser des rivières à gué, les cascades, les chutes d'eau, là, ça, c'était vraiment un beau cadeau. Là, dormir dans la forêt, vraiment au milieu nulle part. Là. Et oui, il y avait des villages, mais je pense que j'ai croisé 3 villages. C'est juste que moi, je l'ai fait en vraiment peu de temps, donc j'avais l'impression de croiser des villages, mais tu sais, c'était au bout de 50 km que tu finis par croiser un village. Donc, tu te sens quand même bien seul, là, puis bien chanceux là, d'être là. Après ça, c'est là que j'ai embarqué aussi dans la réserve faunique. Donc, je savais que c'était le gros défi, aussi en termes de réseau, parce que les autres endroits, le soir, je pouvais, à quelques endroits, je pouvais texter mes amis, ils disaient que ça allait bien, télécharger mes courses de travail, tout. Donc, connecter un peu avec l'extérieur. À ce moment-là, je ne pouvais pas parce que je devais vraiment garder de un mes piles pour des questions de sécurité, comme on en a parlé. Puis aussi, il n'y avait pas de réseau là, seulement sur peut-être 2, 3 montagnes là, dans cette portion-là entre le parc de la Gaspésie, entre la réserve faunique et le parc de la Gaspésie. Donc, c'était vraiment le moment de solitude. Puis, c'était le moment qui était plus intense. Là, et physiquement, c'est là que justement les points de friction ressortent. Mon sac à dos, il a failli me faire un trou dans le dos. Il a fallu que je trouve une solution avec zéro matériel. Pas possibilité de changer rien. J'avais une petite blessure justement à une cheville, à un tendon d'Achille. Donc, je me suis comme créé une orthèse de duct tape et de sacs de déshydratation. Fait que c'était le moment où tu es tout seul, tu as des bobos qui ressortent, faut que tu les gères, faut que tu continues. Euh, c'est des dénivelés difficiles, là, c'est des murs qu'on grimpe. Là. C'est vraiment c'est des montagnes verticales. Là. Pour ceux qui connaissent le mont Nicole-Albert, il est vraiment intense. C'est des cordes, c'est des parois. Il y a des parois de 3 mètres de roche que tu descends en genre de... c'est pas du rappel parce que tu n'as aucun équipement autre qu'une corde, mais c'est quand même intense. Puis en même temps, c'est magnifique. Tu arrives sur les sommets, puis là, tu vois comme la Gaspésie, le parc de la Gaspésie au loin. Tu vois les forêts, les rivières qui serpentent dans la Gaspésie, les éoliennes du nord, là,
puis la mer au loin. Donc, c'est plein de récompenses, de gros défis, là. Donc, c'est le moment le plus intense, je pense, émotionnellement. Puis j'étais toute seule. C'est là que je sentais un peu le poids de la solitude, là. J'ai des journées de pluie aussi où je finissais toute seule, toute mouillée dans un abri vraiment rudimentaire, là, en petite boule dans mon hamac à essayer de me réchauffer. Fait que c'est comme la beauté puis aussi la difficulté là, qui se côtoient là, dans ces journées-là. Fait que ça, c'est pour la deuxième partie. En rentrant dans le parc de la Gaspésie, ça, c'était fun. C'était comme retrouver un peu un vieil ami. Là. Je le connais bien, le parc. Puis c'est le fun après la réserve, de voir des sentiers un peu plus larges pour la plupart. Il y a des sections pas désertes, mais moins fréquentées. Mais quand même, en général, c'est un peu plus large. Je commence à croiser de temps en temps des randonneurs. Donc ça, c'était vraiment chouette aussi là, d'être dans la grande nature, super grandiose, avec les monts là, de 1000, 1200, 1300 mètres, mais avec de temps en temps un peu d'humain. Puis ensuite, la dernière portion, je crois que c'est la portion où est-ce que j'avais un peu plus hâte de finir. Plus ça avançait, plus je voyais justement la ligne d'arrivée, puis je me disais, d'un, il y avait le côté plus compétitif que je voulais vraiment pousser mon temps, donc c'est là que je me suis mis à manger plus de kilos. Puis mon confort me manquait un peu plus. Je pense que je réalisais, après une semaine d'efforts consécutifs, comme ça, l'impact que ça a d'être moins dans le confort. Là, quand on parlait tantôt d'être supporté versus self-supported, je pense qu'il y a un défi qui se crée justement en n'étant pas supporté parce que ta récupération, elle est en mode survie. Elle n'est pas en mode je suis super confort, j'ai un repas complet, un repas chaud. Elle est en mode confort réduit. Donc, je pense à la fin, mon corps me l'envoyait comme message là, qu'il y avait envie d'une douche. Puis, non, un bain. Je pense que c'était plus un bain avec des bulles. Donc, c'est ce qui me manquait vers la fin. Puis, la solitude, au début, c'était vraiment intéressant. Je reconnectais avec ça. Puis, à la fin, j'avais vraiment hâte de voir ma famille, mes amis, là, de serrer des gens dans mes bras, de jaser un peu. Là. Donc, c'était plus ça la dernière portion. Mais quand même, là, je me suis pas sentie en détresse là, pour autant. Là. Arriver dans Forion, c'était aussi le fun. C'est le dernier, à peine 24 heures là, que j'avais à franchir. Là. C'est cool de se dire tu parcours comme telle portion en 2 jours et demi. Genre le parc de la Gaspésie en 2 jours et demi, Forion en même pas 24 heures. Là. C'était quand même intéressant de voir autant de millages par jour. Puis le sentier tout doux à Forion, c'était plus relax, plus smooth. Là. Ça faisait vraiment du bien. C'était un petit bonbon à la fin. La récompense. Ouais, exact. Fait que je comprends que ton rapport à la solitude a un peu changé à travers ton défi. Des fois, c'est pour le mieux, des fois, c'est pour le pire. Ouais, exact. C'est quoi ta journée la plus difficile sur tes 13 jours? C'est une bonne question. Il y a peut-être une journée, ma dernière, la journée où est-ce que j'ai fait les monts les plus difficiles dans la réserve faunique de Matane. Le défi de cette réserve-là, c'est que c'est des monts super abrupts qui s'enchaînent. Donc, en densité, tu peux faire 7, 8, 9 monts assez importants par jour. Puis, c'est toujours là, des montées et des descentes, des montées et des descentes. Donc, même au niveau articulaire, c'est plus difficile. Là. Au niveau des genoux, souvent, c'est là que les gens vont se blesser parce que c'est de l'excentrique. Là, c'est plus demandant au niveau musculaire et articulaire. Donc, physiquement, c'était challengeant cette journée-là. Puis, quand je suis arrivée à la fin de cette journée-là, c'était au pied du Nicolas Albert, justement, comme la plus grosse portion était passée. Puis, il y avait dans l'abri un petit mot de la SQ qui me disait de contacter genre mon conjoint parce que mon téléphone satellite, il n'avait pas fonctionné dans les derniers jours. D'habitude, je textais mon copain là, pour lui dire tout va bien, ne t'inquiète pas, bonne nuit. Puis, je pense 2 dernières nuits, il n'avait rien reçu. Donc, évidemment, il s'est inquiété. Puis, avec raison, il a fait exactement les bonnes démarches. Il a contacté la SQ pour qu'il puisse vérifier si j'avais pris mes ravitaux, si j'avais. Ça a été super bien organisé. Là, j'étais impressionnée après coup, mais sur le coup, là, je me sentais vraiment mal d'avoir inquiété mes proches. Ça me faisait beaucoup réfléchir sur l'espèce d'égoïsme qu'il peut avoir là, dans les aventures parce que, en fond, j'ai comme me dépasser, faire un défi, mais les gens qui sont pas en train de le vivre, ils peuvent s'inquiéter pour toi, puis tu es dans le fond en train de faire quelque chose de très personnel, très individuel. Donc, je pense que ça, c'était comme le petit moment qui était imprévu, puis plus difficile émotionnellement, mais après ça, je me sentais surtout chanceuse d'avoir des gens qui s'occupent de moi, qui sont sensibles à mon bien-être. Là, donc, ultimement, c'est quelque chose qui est touchant, mais sur le coup, j'étais triste là, d'avoir appelé sur mon téléphone satellite puis d'entendre la voix triste là, de mon copain. Là, c'était moins le fun, mais ça fait en même temps germer plein de réflexions intéressantes aussi. Là. Des fois, je me demande est-ce que les femmes qui vont dans des défis d'aventure sont
perçu ou traité de la même façon que si j'avais été un homme, est-ce que ça aurait été différent? Est-ce qu'on se serait inquiété de la même façon? Est-ce qu'on aurait fait confiance à ma débrouillardise ou pas? Ou ça se peut aussi que c'est juste une question individuelle. Là. J'écarte pas non plus que j'ai juste des bons amis qui s'inquiètent de moi et qui prennent soin de moi, mais c'était des réflexions intéressantes. Ouais, mais c'est une réflexion aussi que, puis je me rappelle pas si c'est en ondes ou pas en ondes, mais que j'ai parlé avec Anne Bouchard, justement, ce Ouais, côté-là. Tu sais, c'est une maman, le conjoint, 2 enfants. Puis, ouais. tu sais, sa préparation était d'aller faire le Gaspésia, l'Ultra Trail Chic Choc. C'est des longs week-ends et tout. Puis, elle se questionnait à voir justement le traitement aussi ou le regard des gens que si Ouais. c'est un homme avec des enfants qui part, puis tu sais, je lance ça, mais je dis pas qu'il y a une bonne réponse. Puis, en Mhm. fait, la bonne réponse, c'est que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Ouais. Mais je pose quand même la question parce que je comprends ce que tu veux dire. Puis je pense que Anne, je vais parler pour elle, mais de ce qu'elle me disait, partageait aussi cette réflexion-là de se Mhm. dire est-ce que c'est moins bien vu ou est-ce que je néglige ma famille alors que, je veux dire, j'ai aucun doute que Anne est une bonne mère, j'ai aucun doute que tu es une Mhm. bonne amie, tu es une bonne conjointe tu sais, pour tes proches, mais il y a ce rapport-là que j'entends des fois par les gens qui vont faire des longs efforts comme ça ou tu sais, de partir faire une course à l'international, ça implique des jours avant, des jours après, puis c'est individualiste, en même temps, ça fait partie de toi. Puis je pense que c'est quelque chose, une espèce de mini-culpabilité que plusieurs personnes vivent. Puis j'ai l'impression que quand on est dans un effort physique et mental comme celui que tu as vécu ou dans une course quelconque, ben, on est plus à fleur de peau. Puis des fois, les émotions Mhm. qu'on vit sont un peu décuplées, sont plus Ouais. intenses. Donc là, Ouais. ces petites réflexions-là que tu as dans le fond de ta tête, quand tu es rendu tout Ouais. seul dans le bois, puis ça fait 10 jours que tu es dans le bois, ça doit être encore plus intense. Hein? Exact. Ben, tout à fait. En fait, puis en même temps, ça a été super riche. J'étais super contente de pousser. Tu sais, quand tu as 10 heures de course et marche à faire, ben, tu pousses les réflexions où ils doivent aller parce que tu as le temps. Ben oui, c'était vraiment intéressant à faire. Puis je crois que c'est pertinent de collectivement en parler, là. Tu sais, une des raisons pour lesquelles je suis super reconnaissante que tu me reçois en entrevue, c'est que ça donne la visiter à une expérience de femme. Tu sais, même si je suis pas la sacrée, la plus grande coureuse de tous les temps. C'est intéressant de dire, ben, on peut se parler un peu, nommer ces choses-là, ces réflexions-là qu'on a, qui habituellement sont invisibilisées. Là. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. En tant que, je pense que les mamans aussi ont des choses probablement super intéressantes à dire parce que il y a des doubles standards dans la société. Donc, c'est important de les adresser pour qu'ils évoluent, là, justement, pour s'en libérer. Exactement. C'est que n'importe qui, si tout le monde est bien là-dedans, que ce soit un conjoint, tu sais, Mm. tes enfants et tout, si tout le monde est bien là-dedans, puis si tout le monde, je veux dire, il y a pas personne qui aurait plus le droit que d'autres, mais comme tu dis, il y a beaucoup de Mm. doubles standards dans notre société. Puis, tu sais, je pense que, puis là, on rentre dans un truc complètement plus loin que la course et les efforts et les aventures, Mm. mais ça reste que des fois, on entend parler, ah, mais pourquoi, moi, j'ai déjà entendu ça autour, ah, le féminisme en 2021, je veux dire, les salaires sont les Mhm. mêmes. Mais c'est pas juste une question d'équité salariale, c'est peut-être quelque chose que, Exact. oui, a été acquis, puis je pense que c'est pas partout que c'est encore parfait, on s'entend, mais je pense que c'est mieux que ça l'a déjà été, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est le double standard à tous les niveaux, puis on n'est pas obligé de partir dans cette direction-là, mais je pense qu'il y a quand même ça, puis là, toi, tu l'exprimes de ta personne, de ta perception dans ton aventure que tu as faite, mais je l'ai entendu de d'autres coureuses aussi. Mhm. J'en ai parlé avec Marie-Ève Trottier, j'en ai parlé avec plusieurs de mes invités. Tu sais, ce petit côté-là qui n'est pas parfait, puis qui s'exprime là dans le cas de, comme, tiens, d'une aventure comme ça, mais à tous les niveaux, tu sais, Mm. ne serait-ce que l'accessibilité aux courses, Ouais, les exact. cut-offs, tu sais, il y a Ouais. plein de trucs. Puis j'en profite parce que, juste pour faire un peu de pouce là-dessus, il y avait la Hard Rock aux États-Unis qui se passait hier ou avant-hier. Là, on va être mercredi. Ça va faire quelques jours quand l'épisode va être diffusé, mais ils ont annoncé quelque chose d'intéressant parce que cette année, sur 149 coureurs, il y avait 14 femmes. Tu te dis, c'est pas beaucoup. Puis ils ont Ouais. annoncé dans la conférence de Ouais. presse ou dans l'espèce de réunion d'avant-course dès l'an prochain, parce que c'est une loterie là-bas, puis elle est très complexe, la loterie de la Hard Rock. Tu as des milliers de personnes qui essayent, puis il y a 140 quelques coureurs chaque année. Ouais. Ils ont Mhm. décidé qu'à partir de 2022, le pourcentage de femmes qui soumettent leur nom dans le chapeau pour la pige va être le même qui va être pigé. C'est qu'en ce moment, c'est un Ouais. hasard total. Il y a peut-être des années OK. qu'il y a eu un pourcentage, un ratio différent. Tu sais, mettons qu'il y a Ouais. 12% de femmes qui font la course, mais tu en as 24% qui ont soumis leur nom pour la pige. À partir de 2022, ils vont respecter ce ratio-là. Fait que, tu sais, ils ne visent pas Mm. une parité 50-50 si tu n'as pas. Mhm. Mais je trouve ça intéressant que Ouais, s'il y a c'est un bon 30% de compromis. femmes qui mettent leur nom dans le chapeau, il va y avoir 30% de femmes sur la ligne de Ouais. départ. Puis c'est des petites affaires. Bref, on s'est écarté, mais je tenais à le mentionner parce que c'est quoi qui est intéressant. Puis c'est des petits trucs comme ça qui se parlent, qui se font.
Ouais. qui vont faire la différence sur le long terme, là. Tout à fait. Puis c'est essentiel, je crois, là, de promouvoir le sport féminin. Là. On rêve qu'à un moment donné, il y aura plus de distance entre les genres puis qu'on n'aura même pas besoin d'en parler, mais malheureusement, on va devoir passer par des règlements ou des mesures comme ça là, pour le favoriser. Le sexisme dans le sport, ça peut être insidieux. Là. Moi, quand je sors courir, je me fais crier des trucs, puis klaxonner, puis siffler. Un garçon n'aura pas ça. Puis c'est juste ça, ça peut être des freins là, à te réaliser dans un sport ou à te prendre au sérieux. Là. Donc, il y a mille exemples comme ça, mais pour clore le sujet, là, c'est vraiment important de le nommer et de justement médiatiser ce que les femmes font parce que c'est ce qui va faire que le bassin de population de femmes athlètes ou ne serait-ce que actives et sportives ou ça va augmenter puis ça va favoriser le sport là, chez les femmes comme chez les hommes. Là, ça va être plus équitable. Ah oui, c'est important d'en parler comme tu dis. Moi, je me rappelle que suite à l'épisode avec Marie-Ève Trottier où on parlait justement de la place des femmes dans le sport d'ultra, surtout quand on sait que sur les très, très longues distances, même les femmes performent souvent mieux, sont plus endurantes, mais il y a beaucoup moins de femmes dans les épreuves d'endurance. L'an passé, à Ricana, je pense que, je ne me rappelle pas le chiffre, mais c'était un tout petit pourcentage. Puis d'en parler, c'est bien, mais moi, je me rappelle que suite à cet épisode-là où on en a jasé, puis dans une conversation super intéressante avec Marie-Ève, j'ai des gars qui m'ont écrit quand je partageais les posts de l'épisode, qui disaient « Wow, je veux dire, je croyais qu'on était dans un sport, dans une communauté où il n'y avait pas de différence parce qu'on s'entend, on est dans une très belle communauté, très inclusive et tout. Mais c'est sûr que comme homme, dans un contexte comme ça, tu perçois moins, puis c'est pas une mauvaise chose si tu le vois pas. Mais là, tu en prends conscience d'en entendre parler, de voir des expériences, de dire ce que tu viens de dire, que je pars courir puis je me fais klaxonner. Quand tu es un homme puis tu cours seul, tu t'en rends pas compte de ça. Puis si tu n'en es pas témoin, tu ne sais pas que ça existe, mais d'en parler puis te rendre compte, non, notre sport, il y a encore des choses. Puis c'est pas à l'intérieur de notre communauté, c'est la perception externe, mais que c'est ça, d'en parler, d'en faire prendre conscience, mais tous les hommes qui écoutent en ce moment, qui ne savaient pas qu'il y a des femmes qui se font traiter comme ça quand ils courent, ben là, on le sait. Puis juste d'en parler, ça peut faire une petite différence. En effet. Bon, revenons au SIA. On parlait de ta journée la plus difficile. Sortie de la parenthèse, c'était quoi ta journée? Je ne veux pas dire la plus facile, mais la plus... Mettons que tu en avais une journée à revivre dans ces 13 jours-là, c'est laquelle qui te vient en tête? On dirait que quand je pense à revivre des journées, je pense à où est-ce que j'aurais pu courir plus. Genre, un peu de kilomètres. Donc, je pense que j'étais un peu encore dans un mindset de comme pousser l'excellence plus loin. Sinon, ben, j'ai vraiment du mal à identifier ce genre de choses-là parce que je pense que chaque journée est tellement riche. Tu as l'impression d'en vivre trois. Là. Chaque journée égale beaucoup plus de poids émotionnel, puis de réflexion, puis de paysages différents. Donc, je pense qu'il n'y a pas une journée qui a plus de highlights que l'autre. Puis je pense aussi dans les moments forts, c'est plein de petits moments qui peuvent avoir l'air anodins pour quelqu'un qui n'est pas dans ce genre de communauté ou de sport-là. Mais les moments où est-ce que tu croises un orignal, ben ça, c'est ta récompense de la journée. Ou les moments où est-ce que c'est vraiment difficile à monter, puis finalement, tu arrives dans un paysage là, super beau qui te fait tellement décrocher là, de ce que tu viens de vivre physiquement. Ça aussi, c'est des récompenses, des moments qui sont plus grands là, que ce que tu fais. À la fin, mon dernier 5 km, c'était sur la pointe de Forion, puis j'entendais genre le souffle d'une baleine, puis je l'ai vu, puis là, j'ai comme couru je sais pas, 2-3 kilomètres avec une baleine qui plongeait. Là. C'était vraiment cool. Aussi comme façon de se remettre dans ce que je fais. Dans le fond, je suis dans la nature, puis c'est ce dont je veux profiter. Là. Je suis pas seulement en train de penser à ma tendinette qui me fait mal, puis qu'il faut que je continue à courir malgré ça. Ouais. Ben, rencontrer au début des randonneurs sur le sentier, c'était le fun là, de recommunier avec des gens de cette communauté-là, justement. Je pense avec la pandémie aussi, on s'est retrouvés avec une relation spéciale avec le plein air parce qu'il fallait réserver des places sur des montagnes, comme des billets d'accès journaliers sur des montagnes. Quand j'allais faire du hors-piste, ben, les stationnements étaient bondés comme j'ai jamais vu parce que, évidemment, tout le monde voulait sortir dehors vu qu'on ne pouvait plus être ensemble à l'intérieur. Donc, de retrouver quelque chose d'un peu plus libre, là, je pense, en général, c'était assez salvateur. Là. Chaque fois que je réalisais que c'était redevenu le fun de croiser des gens sur le sentier. Puis c'était redevenu libérateur d'être dans un sentier désert. Là. Ça, c'est toujours des moments forts. Là. Sinon, j'essaie de penser à qu'est-ce qui... je pense aussi revenir quand tu quittes le parc de la Gaspésie. C'est comme un tronçon où est-ce que tu es dans des petits marécages ou des chemins de forestiers. Puis après, tu arrives à Mont-Saint-Pierre. Oui, à Mont-Saint-Pierre. Puis là, tu as comme le vent de la mer qui te frappe. Là. Ça aussi, c'était
un beau high intéressant de retrouver un petit peu de la civilisation des villages, juste la mer aussi, parce que le reste du sentier se fait sans la mer. Ouais, ça, c'était vraiment chouette. Puis, ça marquait aussi, c'était comme un jalon là, pour la fin. Là, ça voulait dire que j'approchais de la fin. Non, mais quand tu te mets à sentir l'air marin, tu sais que Ouais, t'en restes moins à faire que t'en as de fait. exactement. À moins que le Exactement. vent souffle vraiment très fort, mais je pense pas Oui, que c'est ça. le vent salin se rende. Tu parles Pas d'orignaux et de long. baleines. T'as-tu fait Ouais. bien des rencontres avec la faune? Je veux dire, je suppose que Oui, des écureuils et des porc-épics, c'est monnaie courante, mais ouais, des orignaux, ça doit être vraiment impressionnant comme faire un oui. face-à-face, là. Ouais. Eh ben, il y en a énormément dans le parc de la Gaspésie. Là, et puis c'est fou. De un, c'est vraiment énorme, puis tu les entends presque pas. Là, c'est surréaliste là, d'être aussi gros puis de pas faire de bruit dans la forêt. J'ai eu plein d'attaques de perdrix. Au début, je me disais, bon, les ours, il faut que je planifie un peu mes trucs anti-ours, où mettre ta nourriture, où la suspendre. Finalement, c'est zéro ça qui a été inquiétant. Là, c'est les perdrix qui ils protègent leur bébé. Fait que, mon Dieu, je dois avoir été attaquée par 20 perdrix au moins. Comment on se défend contre les perdrix? C'est vraiment stupide une perdrix, fait que tu fais juste rien. Moi, je leur parlais des fois, je leur disais, ça va, tout va bien, là. Puis finalement, ils oublient qu'ils t'attaquent, puis ils s'en vont, là. C'est pas. Ouais, c'est comme ça, les perdrix. Fait que c'est pas vraiment menaçant, c'est juste impressionnant au début parce qu'elles se gonflent. Oui. Non, ouais, des porcs-épics dans le parc Orion, c'est là qu'il y a plus comme d'ours de porcs-épics. J'ai pas croisé d'ours, donc ça, c'est quand même chouette, là. Ils sont pas dangereux à ce sens de l'année, mais quand même, tu veux pas faire de rencontres quand tu as un peu de nourriture sur toi. Sinon, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Le plus impressionnant, c'est l'orignal. C'est toujours cool d'en croiser sur le chemin. Ouais, tant que tu n'en as pas vu, tu sais que c'est gros dans la vie, puis à un Ouais, moment donné, t'en croisant, que ce soit sur la route, sur le bord, au loin, puis ouais, c'est fascinant la grosseur. Tu sais, on le sait que c'est gros, mais tu le vois en face, puis tu te rends compte à quel point c'est encore plus gros que tu pensais ouais, dans ta tête, là. exact. Ouais, c'est comme l'éléphant du Québec, genre. Ouais. On est un animal exotique tellement qu'il est immense. Ah ouais. Puis tu sais, les perdrix, c'est drôle parce que j'ai eu quelques interactions aussi. Tu sais, je vais souvent Ouais, courir des fois des chemins plus. En tout cas, moi, là où j'en vois, c'est plus des chemins de bois plus larges, là, tu sais, des chemins de quatre roues. On dirait que c'est ouais, là qu'ils se tiennent sur le bord d'un feuillage. Puis, tu sais, d'abord, on se dit les ours noirs sont pas dangereux parce que justement, ils veulent pas te manger. Par contre, si ouais, tu passes entre la maman et le bébé, c'est là qu'ils ouais, attaquent. exact. Mais les perdrix, c'est exactement ça. Souvent, ça se promène sur Exactement. le bord. La maman perdrix, c'est trois, quatre petits. Puis les Ouais, trois, quatre petits n'ont pas trop conscience du danger. Puis ça se promène. Puis eux, ils virevolent chaque bord du sentier. Puis là, toi, tu mm, cours. Puis tu vois ta gang de perdrix. Fait que tu te dis, bon, on va me passer tranquillement. Puis là, tu as un bébé qui traverse le sentier. Ce qui fait que quand tu passes, t'es entre la mère puis le bébé. ouais, Puis c'est là. Mais moi, ils m'ont jamais attaqué. J'ai souvent senti qu'ils se gonflent, ok. tu sais, puis ils te Oui, regardent. c'est Mais ça. là, toi, ils t'ont couru Ah après. oui, vraiment souvent. Puis des fois, tu sais, je suis concentrée, fait que là, je fais pas attention à s'il y a une perdrix ou pas, mais ah ouais, vraiment souvent. Ben, c'en était drôle, là. Il y a une fois, j'ai eu vraiment peur. J'ai couru, là, puis là, je me disais, j'avais passé ce tronçon de sentier-là, la perdrix, elle reste toujours là, mais finalement, j'ai parlé doucement, ça vient. Puis je suppose aussi qu'il y a des longues journées comme ça. Tu sais, oui, il y a des moments où on connecte avec la nature, où on réfléchit, il y a des moments qui doivent être très philosophiques, où tu sais, es dans ta tête, puis tu vis des émotions, mais il y a des moments où tu dois avoir des réflexions pas possibles. C'était quoi tes trucs pour passer ces longs moments de solitude-là? Est-ce que tu chantais tout Mhm. haut? Est-ce que tu te faisais des quiz dans ta tête? On a tous nos trucs quand c'est long et ça fait mal pour changer des idées. C'était quoi tes trucs? Euh, Chanter, je le faisais pas parce que je pense que l'effort était trop. Ben, tu sais, il fallait vraiment que je me concentre sur mon effort physique. Il y a des moments que je faisais juste comme essayer de shut down un peu là, les réflexions. Il y a des moments que ça aidait justement d'être plus. Ben, la course est très méditatif, là. On voit ça comme un sport très intense, mais les coureurs savent que c'est un peu justement là, une zone de méditation où est-ce que tu peux euh, redevenir un peu plus neutre. Donc, ouais, je me mettais souvent dans cette zone-là. Sinon, il y a des moments que je les poussais, ces réflexions-là, dans la tête, là. Je pense aussi que ben, ça m'a fait réaliser que je m'empêchais peut-être trop de le faire dans ma vie de tous les jours parce que je veux rester fonctionnelle, je veux travailler et tout. Donc, j'en ai profité pour explorer ça. Euh, Sinon, des fois, prendre des photos, ça m'aide. Genre, Ah de me ouais? sortir de ma tête. Ouais, surprenamment, mais quand j'étais comme sur un point de vue intéressant, des fois, ça aidait de te remettre dans, tu sais, visuellement, qu'est-ce qui t'appelle, là. Donc, ouais, je pense que c'est ça. J'ai pas eu de gros breakdown comme où est-ce que j'étais plus bien avec moi dans ma tête, là. C'est peut-être juste de la chance ou du hasard, là, mais ouais, j'ai pas eu à utiliser trop de trucs intenses. Mm.
Ben, c'est impressionnant, 13 jours sans bunker physiquement, mais 13 jours aussi sans shutdown mental ou de gros découragement, ce qui fait partie souvent de ces efforts-là des ultras, peu importe, mais de ne pas avoir eu des longs moments comme ça de découragement, c'est vraiment impressionnant. Ça montre ta bonne préparation physique d'une part, mais aussi ton bon état mental, puis ta force mentale de passer 13 jours avec des efforts comme ça, puis de rester sereine là-dedans. C'est vraiment très impressionnant, là. Ben, merci. On fait des C'est courses gentil. ultra, des cours sont longs, mais Ouais, ils durent juste une journée, puis des fois, tu as des shutdowns. Là, tu te dis 13 jours, c'est tout qu'un effort. C'est wow, vraiment. mais peut-être que ça faisait partie du fait que tu sais, je pouvais pas me permettre d'avoir peur, je pouvais pas me permettre d'être trop mal dans ma tête parce que justement, j'avais 2 semaines à faire. Fait que peut-être ça a changé la façon dont je me mettais là, dans ma tête. Peut-être pour ça aussi qu'à la fin, c'est là que je frôlais plus ça, c'est l'espèce de moment où c'est comme, ben là, je veux terminer, puis là, je pense un peu trop à vouloir terminer au lieu d'en profiter, là, peut-être parce que je voyais la fin plus venir, puis tu peux te permettre un peu plus dans ces moments-là d'aller dans cette zone-là. Ouais. Comment s'est Mais passé ouais, le retour à la vie normale après? vraiment bien. J'ai des amis qui me demandaient, es-tu préparée? Tu sais, qui anticipaient plus que moi, je crois, le retour à la normale. Euh, de mon expérience de d'autres moments, exemple de cyclotourisme ou d'épreuves d'endurance, où est-ce qu'après, tu as aussi un manque physique là, de ne pas être en train de bouger. Cette fois-ci, j'ai moins eu ça. Je crois que tu sais, je me suis rapprochée plus de la fatigue aussi, donc j'avais pas cette espèce d'envie de repartir le lendemain. Euh, je pense que j'étais juste sur un petit nuage là, d'être comme de nouveau propre. Tu sais, j'ai vraiment profité des besoins de base comblés, là, d'avoir de la nourriture, de dormir dans un lit, d'être propre, d'être avec mon amoureux. Là, c'était comme j'étais juste sur un nuage. Là, j'avais pas besoin d'aller plus haut dans la pyramide de Maslow. Là, c'était comblé à ce niveau-là. Le bain chaud, Euh, est-ce qu'il est dans la pyramide de ouais, Maslow? Parce que tantôt, tu disais des moments que ouais. tu avais hâte de prendre ton bain chaud. Est-ce que tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. C'est genre parfait. Puis ouais, juste après, je suis allée comme c'est ma maman puis mon amoureux qui était mon comité d'accueil. Là, c'était une journée genre épouvantable, l'arrivée. Fait que il pleuvait, il ventait, il faisait froid. Puis après, on est allé manger de la nourriture qui était pas déshydratée. Là. Genre, je revenais juste pas. J'avais de la misère à intégrer. Genre que je mangeais de la salade ou ouais, juste ça, c'était vraiment bien. Puis les jours d'après, je me suis vraiment reposée. Là, puis je pense que c'était une des rares fois que je profitais aussi bien du repos. Là. Mon corps était juste prêt à se reposer. Puis après, c'était une bonne semaine, pas d'activité physique, ce qui m'était pas arrivé depuis, je sais pas combien de temps, genre 10 ans, là, au moins, là, j'ai jamais eu de repos aussi long. Puis, donc, c'était le repos, puis là, je recommence progressivement, là, un peu de course parce que après une semaine, là, ça me manquait pour vrai, là, j'avais besoin, au niveau physique et psychologique, de reprendre un peu plus de mouvement. Mais ouais, fait que là, je profite justement là, de un peu plus de cross-training, des sports un peu plus doux là, que la 60 km en montagne. Puis je reprends graduellement tout ça. Est-ce que tu as des projets déjà qui te trottent dans la tête, que ce soit des événements auxquels tu veux participer ou des défis du genre qui te trottent dans la tête dont tu peux ou dont tu veux parler? Mhm. Les premiers jours, là, j'étais vraiment dans un mindset de bon, genre, c'est comme si je fermais la porte du sentier puis je me disais, ah, jamais, genre, on se revoit plus jamais, mais je pense que c'était juste la fatigue, là. La poussière retombe un petit peu, puis il y a Maxime Boisvenu-Fortin qui a battu mon record de comme une journée à peu près, parce qu'il a fait 12 jours, 7 heures. Fait que là, ça commence à me trotter dans la tête. Je vois tous les moments où est-ce que je pourrais faire 12 jours aussi, là, je pense que ça serait vraiment atteignable. Donc, un jour, je vais évidemment le refaire. Puis avec, je pense que l'expérience que j'ai gagnée, ça va être vraiment plus facile de performer mieux. Sinon, j'ai pas encore magasiné les autres défis du type, mais j'ai vraiment aimé ça, là, faire du gros volume en consécutif. Puis, donc, ça va être à réitérer absolument. Là, je vais me promener un peu sur le site de FPT, regarder un peu ce qu'on a au Québec pour le moment. Avec la COVID, je n'ai pas de projet à l'international, mais je vois aussi qu'il y a plein de courses qui reprennent. Ça fait tellement du bien là, de voir les courses en santé revivre. Donc, éventuellement, ben, imminemment, là, sûrement cet automne, j'aimerais me remettre dans des projets comme ça. Je n'ai pas encore décidé lesquels, mais l'envie est comme revenue là, après mon repos. Je suis pas, je suis pas, j'ai pas eu la satiété là, de courir. Là. J'ai encore envie de recommencer. Ben oui. Puis mentionnons-le, tu nous as parlé, mais Maxime Boisvenu, il était quelques jours après toi. En fait, il partait, Ouais, je une pense, semaine. une semaine après toi. Puis il a battu ton record, mais tu demeures, je veux dire, le Ouais, FKT, c'est ça ça. part aussi Les les gens. records masculins et féminins, mais tu avais le record général pendant une semaine, mais ça montre aussi à quel point c'est un parcours difficile parce qu'il y a une autre personne qui vient te chercher, il est venu gratter quelques heures à ton record, fait que ça montre à quel point c'est quelque chose qui,
si dans les prochaines années, d'autres personnes l'essaient, ça va se battre par quelques heures, puis ça va peut-être descendre, mais il l'a fait, c'est comme tu dis, genre de 15 heures de moins que toi. Genre, c'est vraiment impressionnant, mais on le salue, Maxime Boisvenu-Fortin. C'est tout qu'un accomplissement qu'il a fait lui aussi, puis vous êtes les deux rois et reines du FKT en ce moment. Donc, voilà, ceux qui veulent aller tenter l'expérience, Charlotte nous a partagé ses secrets, pas ses secrets, mais sa préparation. Mais c'est très impressionnant, puis il faut le mentionner, là, Maxime. Est-ce que tu le savais quand tu as commencé que lui partait une semaine après toi? Oui, il m'avait. J'ai comme fait une annonce peut-être 2 semaines, je pense, avant de partir, puis il m'a contacté. Puis on se tenait au courant là, durant nos périples. C'était vraiment cool. C'était une belle, c'était une belle rencontre là, virtuelle. Là. On s'encourageait un peu, puis c'était vraiment cool parce que même si on était dans des catégories différentes, c'est comme si on se considérait mutuellement comme un coureur, c'est tout, là. Fait que je me sentais pas moins considérée de sa part. Puis il m'a écrit, il m'a dit, comme tu m'as mis le feu aux fesses. Genre, je trouve ça tellement cool que ça l'ait poussé aussi à devancer son itinéraire parce que lui aussi, je crois qu'il avait prévu 14 jours. Donc, je pense mutuellement, on s'est comme craqué positivement là-dedans. On s'est influencé un peu dans notre désir de finir plus tôt. Peut-être qu'on aurait pris ça plus mollo. Fait que, puis là, moi, ça me donne juste un autre objectif à battre, là, mais ouais, c'était bien le fun. C'était cool comme correspondance. Puis le record précédent était 16 jours, 21 heures. Fait que tu as enlevé quasiment 4 jours au record, 3 jours. Puis Maxime, il y a le fait que les FKT masculins et féminins, lui, il aurait pu battre les deux gars, donc prendre le FKT masculin, mais il n'aurait pas pu l'enregistrer parce que le site FKT considère que les hommes doivent être plus rapides que les femmes. Fait que s'il avait mettons, 13 jours et 5 heures, c'est-à-dire 1 heure de plus que toi, peut-être que je me trompe, mais il me semble que j'avais lu qu'il considère que les records masculins doivent être plus rapides pour une catégorie semblable. Fait qu'il n'aurait pas pu devenir l'homme le plus rapide, mais être derrière la femme la plus rapide, dans cet ordre-là. Si lui l'avait enregistré, son record serait demeuré s'il l'avait fait avant toi, mais là, comme il était après toi, s'il voulait s'enregistrer officiellement, il fallait qu'il batte ton temps. Bon, c'est un truc sur le site FKT, on peut être pour ou contre, mais pour lui, ça devait être intéressant aussi de partir une semaine après toi. Donc, quand il a commencé, il n'y avait aucune idée de toi, ça allait être quoi ton temps. Toi, tu le savais, le record datait de je ne sais pas combien de temps, le record de, nommons-les, Jean-Christophe René et Pierre-Nicolas Stock, qui avait ça avait 2 ans, ou 2 ans, quelque chose. Fait que toi, tu avais déjà le timing que tu avais besoin de faire chaque jour pour aller chercher ce record-là, mais lui partait sans savoir ce que tu allais faire. Fait que ça devait être un défi impressionnant. Ça devait être un défi intéressant pour lui aussi d'avancer sans savoir. Ouais. Puis enfin, il recevait mes temps au compte-gouttes aussi, fait qu'il voyait jusqu'où je m'étais rendue au compte-gouttes. Fait quoi? C'est bien cool. C'est ça la beauté du FKT, c'est tes compétiteurs, compétitrices, mais ils sont décalés de toi. C'est pas une course où tout le monde part en même temps, où tu peux voir la personne, où tu l'as croisée ou dépassée. C'est temporellement dans 2 moments différents. Des fois à 2 ans d'intervalle, des fois à 7 jours d'intervalle, comme dans votre cas. Exact. Ah ben super, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me raconter tout ça. Je pense que les auditeurs vont être super intéressés et impressionnés surtout par l'effort que tu as donné puis ce que tu as accompli. Autant, je pense, physiquement, le record est hyper impressionnant, mais c'est aussi tout ce que tu as vécu puis de la façon que tu le racontes. C'était vraiment très intéressant. Ah, merci. Moi, je t'emmène tout le temps avec mes questions éclair-nac. Fait qu'on change un peu le mot de discussion. Puis là, c'est un record de vitesse. Puis il y a des FKT. Tu connais bien ça, les FKT. Mais là, c'est des temps beaucoup plus rapides. Donc, en ce moment, le fastest known time pour les 10 questions éclair-nac, c'est 2 femmes qui l'ont, Maïka Lamoureux et Anne Bouchard, chacune en 14 secondes. Okay. Fais le calcul, 10 questions, 14 secondes. C'est très rapide. Okay. À ta défense, les records ont vraiment descendu quand je me suis mis à faire des entrevues en vrai, parce que Zoom, il y a un mini délai peut-être. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire moi aussi, il y a les self-supported puis les unsupported. Je pourrais faire moi mes FKT Zoom supported puis en vrai, face à face, parce qu'il y a peut-être un délai, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'essayer parce que je pense que le record Zoom est de 21 secondes, qui est quand même encore très rapide. Ah, OK. Puis est-ce que je gagne genre une gaufrette NAC à la fin? Ben, on pourrait. Écoute, si tu bats le 14 secondes, je te fais parvenir une boîte de NAC. C'est promis. Oh my God, le rêve! Fait que là, t'es prête. C'est 10 questions. Tu réponds le plus rapidement possible. Tu me dis quand t'es prête? Ouais. Route ou trail? Je fais. Oh, attends, on va recommencer parce qu'il y avait un petit délai. Est-ce que tu m'entends? Je pense qu'on a perdu la connexion au moment de faire le record. Oh non! Prise 2. OK, je suis prête là. Prête? Route ou trail?
13. Mont-Albert ou Jacques-Cartier? Jacques-Cartier. Des plus ou des moins? Plus. Ours ou Orignaux? Origno. Questionnaire saveur vanille ou caramel salé? Oh my God, caramel. Roche ou racine? Roche. Café ou bière? Café. Avoir froid ou avoir faim? Fin. Montagne ou mer? Mer. Matapédia ou Cap Gaspé? Cap-Gaspé. 30 secondes. C'est très fort. Ouais, j'ai hésité un peu. C'était trop Ouais, des débats. Mais c'est ça le but. Moi, ma job, c'est oui de les poser rapidement, mais c'est aussi de vous poser des petites colles. Des plus ou des moins, t'as dit des plus? Ouais. Que Dieu sait que t'en as sur le SIA. Ouais, mais même en vélo, là, j'aime tellement monter. Je sais pas, mais même si le beat est différent, là, la descente, c'est un bon high aussi parce que tu sens la personne la plus vite au monde, là, mais les plus, ouais, j'aime vraiment ça. J'ai tout le temps l'impression de descendre plus que de monter, même si, genre, dans mes stats, finalement, ben, ça s'équivaut, là, mais ouais, fait que j'aime bien les plus. Cool. Ben, merci beaucoup de ton temps. C'était super intéressant. Puis je suis certain que les gens vont vraiment être impressionnés, oui, mais intéressés, puis de comprendre comment tu as vécu ça, comment tu t'es préparé. Moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Tu sais, oui, il y a les défis, il y a l'effort lui-même, mais tout le avant est tellement impressionnant, puis est tellement plus long que l'effort lui-même, que ce soit pour un ultra, que ce soit pour un défi comme le tien. C'est des mois de préparation versus un effort de 13 jours. Comme un ultra, c'est des semaines de préparation ou des jours, en tout cas, le gear et tout, pour un effort de quelques heures, le temps d'une journée. Fait que cette portion-là était vraiment intéressante de voir comment tu t'es préparé à ce défi-là, parce que j'ai l'impression que pour un FKT self-supported, l'effort physique, la force mentale sont des facteurs, mais la préparation joue énormément sur le temps. Tu sais, le meilleur athlète du monde pour essayer de se lancer, s'il est mal préparé, il n'atteindra pas ton record, même si la personne a gagné toutes les courses inimaginables. Ben, c'est une course qui est mise aussi sur genre ta personnalité, ta préparation, pas seulement sur l'absolu de l'athlète que tu es. Il y a plus de subjectifs dans ces courses-là que d'objectifs des fois. Je pense que c'est ce qui rend ça aussi intéressant aussi. Ouais, exact. Ben, merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. C'était un plaisir. C'était vraiment le fun. Ben oui, c'était le fun. Puis comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est fidèle au poste comme partenaire du podcast. Puis je te remercie, toi, de ton temps ce matin. On a partagé un café puis des belles histoires, des belles anecdotes sur ton effort que, je le rappelle, est extrêmement impressionnant. Donc, les femmes qui écoutaient, qui ont été inspirées par ça, allez l'essayer peut-être. Il faut être bien préparé, mais c'est toute une aventure que tu as vécue. Merci Charlotte, puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.